Ah oui. Alors, bienvenue au balado des jeunes proches aidants. Et je sais qu'il y a peu ou pas de données donc, qui sont accessibles ici au Québec avec la réalité des proches aidants. Et on le sait que plus ou moins 10 de tous les jeunes au Canada donc, en sont touchés, en sont affectés. Alors, mes invités font partie de ces statistiques. Et aussi, selon les données canadiennes recueillies par le Canadian Centre for Caregiving Excellence concernant les jeunes proches aidants, on sait aussi qu'environ 40 des jeunes aidants qui sont âgés de 18 à 24 ans s'occupent souvent donc des membres de leur famille. Alors, un partenaire, un conjoint, un parent, leurs enfants, évidemment, leurs frères, leurs sœurs. Et en moyenne, les jeunes aidants consacrent autant de temps à prodiguer des soins que l'ensemble des aidants, soit environ 5 heures par jour de soins actifs. Alors, il y a des données aussi un peu plus sombres. On parle d'un tiers des jeunes aidants, ce qui veut dire à peu près 36 qui ont déclaré donc avoir une santé mentale qui était passable ou mauvaise. Alors maintenant, vous les voyez ici avec moi. Laissez-moi vous les présenter, nos invités. Alors, mon premier invité agira à titre d'invité expert. M. Becker a fait référence donc à Oliver Fitzpatrick, qui est coordonnateur des jeunes aidants à Amis Québec, avec le mandat des 5 à 30 ans. Nous, on s'est déjà rencontrés pour notre balado, où il fait la promotion, la sensibilisation, la recherche et aussi la création de services pour soutenir les jeunes proches aidants. Son expérience personnelle en tant qu'aidant et bénéficiaire des soins confère vraiment un intérêt particulier pour l'interdépendance, la famille choisie, le transfert des connaissances et le soutien donc par les pairs. Il y a aussi Marie-Christine, qui est tout juste là. Marie-Christine a 29 ans. Elle est la grande sœur, Marie-Christine Bellec, qui est la grande sœur de Charles-Antoine, alias Charlou, pour les intimes, qui est atteint d'une maladie génétique rare qui lui occasionne plusieurs handicaps sévères, dont une déficience intellectuelle et de l'épilepsie. Il est également aussi autiste et non-verbal. Son implication auprès de son frère a toujours pris une grande place dans ta vie, Marie-Christine. Et lui a vraiment évolué et grandi avec elle. Et ta grande sensibilité donc aux besoins des personnes vulnérables aussi, ton désir de faire une différence, en fait, qui t'ont mené à devenir préposé aux bénéficiaires pendant quelques années. Alors que tu étais enceinte, donc de ta fille, ton rôle de proche aidante s'est transformé évidemment. Et ça vient quand même avec des affaires. Elle a par ailleurs effectué un retour aux études en administration, travaillait maintenant au regroupement des organismes des personnes handicapées de Chaudière-Appalaches. Et donc, la petite a maintenant 1 an et demi. Je disais, ce qui vient avec ça, c'est de la culpabilité, en fait, quand la vie se transforme. Et donc, Christine est très heureuse de voir la relation évoluer entre elle et son frère. Cependant, le sentiment de déchirement, ça, c'est un bon mot, t'habites toujours, on va en parler. Et entre son rôle de maman, de sœur, d'étudiante et de professionnelle, tu te sens souvent divisée, en fait. Karel, qui est ici avec nous, le Vasseur, qui a 23 ans, elle partage un lien vraiment unique avec sa petite sœur Alice, qui est âgée de 11 ans, qui est atteinte d'une maladie orpheline qui freine sa croissance. Et on dit que tu es plus qu'une sœur, tu te sens vraiment comme une meilleure amie avec ta sœur, et donc tu veilles sur elle avec beaucoup d'amour et beaucoup d'admiration. Et donc, c'est un amour inconditionnel qui s'est illustré de la plus belle façon lorsqu'elle a eu l'opportunité de participer à l'émission Révolution, tu es en danse, donc sur TVA, avec ta troupe de danse. Et ensemble, vous avez rendu un vibrant hommage à Alice, un moment chargé d'émotions qui témoigne de votre lien qui est indéfectible. Regardez ça. Comment vous avez abordé ce concept-là de se raconter? On voulait rendre hommage à plusieurs personnes dans nos familles qui n'ont pas la même chance que nous d'avoir un corps en santé. On a pris l'histoire de la petite sœur à Karel, Alice. Elle est atteinte d'une maladie orpheline. Elle est extrêmement petite pour son âge. Elle a 10 ans, mais elle vit dans le corps d'un enfant de 3-4 ans. Comment vous avez choisi de raconter l'histoire? Karel a une petite bouteille à la main. Puis, dans le fond, on va aller porter son message à Alice. OK. Puis, nous, on représente l'eau. L'eau, ça peut être la tempête. 2 secondes après, ça peut être le calme. Fait que ça représente un peu la maladie. Puis, qu'est-ce que tu veux dire à Alice à travers tout ça? Lui rappeler à quel point elle est courageuse, elle est forte, puis que je l'aime. On ressent toute l'émotion. Je pense qu'on va être ému, Je pense qu'on va être ému tout au long de cette rencontre-là. La prestation, la danse, c'est tellement puissant. En plus, vous apportez l'élément de l'eau qui, effectivement, nous fait passer à travers plein d'émotions. C'est vraiment
Formidable. Et on le sait qu'Alice adore te voir danser aussi. Hein? Ça doit être quelque chose qui lui apporte beaucoup de joie. Et c'est donc une passion que vous partagez. À travers le mouvement puis l'expression artistique, Karel, tu as trouvé vraiment une façon de transmettre ton amour aussi, puis de célébrer donc ta force et la beauté de votre relation, en fait. Hein? C'est vraiment magnifique. Et donc, toi, tu ne te voyais pas comme une proche aidante. Ça, c'est quand même intéressant parce que pour toi, proche aidant, c'était quelqu'un qui accompagnait ta sœur dont c'était le métier. Alors ça, c'est super intéressant. On a aussi avec nous Delphine Maillé, donc Saint-Onge, que je connais parce que dans la 4e saison du balado, on est allé chez vous, dans votre famille, découvrir votre vie de famille, qui est une famille vraiment merveilleusement inspirante et impressionnante. Et je sais que Juliette est ici avec nous, ta sœur, tes parents sont là, on vous salue. Elle nous fait salut, la belle Juliette. Et donc, t'es la Benjamine, oui. Elle est là. Juliette, lève-toi pour nous faire bonjour. Juliette, tu veux-tu te lever pour nous faire bonjour? Elle est là, la belle Juliette. Oui, absolument adorable. Alors, toi, Delphine, t'es la Benjamine, donc d'une fratrie tissée serrée. Tu es avec aussi ton frère Loïc, et au milieu de vous deux, il y a Juliette, qui est l'aînée, qui est atteinte de divers troubles physiques et de développement également, depuis toujours. Delphine, toi, tu partages vraiment avec ta sœur un quotidien où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'accueil, il y a beaucoup de chaleur, et aussi les défis qui vont avec ça. Et très tôt, tu t'es impliquée naturellement auprès de Juliette, développant avec elle vraiment une complicité profonde et sincère, et curieuse. Tu es énergique aussi, tu es une jeune fille sportive aux intérêts variés qui passe du ballet classique au rugby, sans oublier le cheerleading. Tu fais toujours encore tout ça, là? Toujours. Et donc, aujourd'hui, tu as 13 ans, tu incarnes vraiment une proche aidance qui est lumineuse, qui est remplie d'amour, de douceur, d'affection et d'un attachement vraiment indéfectible. Et donc, j'ai des questions pour vous tous, puis je le disais tantôt, on veut que ce soit une conversation. J'ai des questions, mais, tu sais, rebondissez sur les réponses des autres, parce que c'est comme ça aussi qu'on va apprendre davantage sur votre rôle. Première question, je pense que tout le monde se pose cette question-là automatiquement dans une famille. Est-ce que vous avez eu l'impression de ne pas avoir toute la place dont vous auriez, que vous auriez voulu, que vous auriez mérité donc dans votre vie? Je pense à toi, là, Delphine, au départ, là, avec Juliette. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a rattrapé, ça, au cours de ta vie, de ta petite enfance? Non, jamais vraiment, parce que j'étais toujours là pour ma sœur. Puis mes parents ils étaient toujours là pour me soutenir. Fait que j'avais tout le temps un parti d'attention. Fait que j'avais jamais moins d'attention que si je m'aurais moins occupée de ma sœur. Karel, toi? Non, absolument pas non plus. C'est toujours fascinant d'entendre ça, hein? Parce qu'on penserait que oui, puis ça serait normal et humain, là, mais souvent, c'est le contraire qu'on entend. Non, mais c'est même pas une question que je m'étais déjà posée, en vrai. J'ai aussi 12 ans de différence avec ma sœur, donc c'est sûr que j'étais déjà un petit peu plus vieille quand ma sœur est née. Tu l'avais eu déjà beaucoup l'attention. Oui. Oui, tu avais déjà un bon bagage, en fait. Mais j'ai aussi une autre petite sœur qui est entre moi et Alice. Puis, je sais pas, on dirait que j'ai eu l'attention que je voulais quand j'étais plus jeune. Puis quand même ma sœur du milieu est arrivée, elle a eu un petit peu plus d'attention que moi, puis j'étais contente pour elle. Après ça, c'était le tour à Alice, puis elle a peut-être eu un petit peu plus d'attention, mais c'est ce que j'aurais voulu qu'on lui donne en même temps, donc... Ouais. Marie-Christine, toi? Je vais un peu dans le même sens que les filles, parce que moi non plus, je peux pas dire que c'est un sentiment qui a été très, très présent. Par contre, c'est arrivé peut-être un peu plus à l'adolescence, où là, j'étais plus dans une grande crise identitaire, comme la plupart des adolescents. Ouais. Puis c'est plus à ce moment-là que je sentais, puis ça concordait aussi avec un moment où c'était moins facile avec mon frère. Donc, je sentais qu'à ce moment-là, mes parents étaient déjà très pris dans leur quotidien, dans leurs obligations, puis j'avais l'impression parfois d'en rajouter. Mais je peux pas dire que j'ai manqué de quoi que ce soit. J'ai 2 parents aimants qui ont toujours été très, très, très présents puis très impliqués, autant auprès de nous qu'auprès de... je dis nous parce que j'ai aussi une sœur là, qui est au milieu, mais ils ont toujours été très impliqués, puis je peux pas dire que j'ai manqué de place, mais plus que des fois, je la cherchais au sens où je savais pas trop... où me situer dans tout ça. Ton rôle dans tout ça. Puis j'imagine aussi quand on grandit là, spontanément dans notre pensée, on se dit, c'est notre réalité. Fait qu'on la voit pas, la différence. C'est peut-être quand on grandit à l'école avec les amis que là, on voit qu'il y a peut-être des différences, mais ça fait partie de notre quotidien, de notre réalité. Puis en même temps, il faut saluer les parents
qui ont eu aussi la capacité d'être capables de donner autant à l'un qu'à l'autre aussi, puis de savoir vous intégrer dans tout ça, évidemment. Hein? Oui, puis comme tu dis, Marina, honnêtement, je m'étais pas posé la question dans mon enfance parce que pour moi, c'était ça, la normalité. Il n'y avait pas d'autre chose. Puis c'est plus rendu à l'adolescence, justement, que là, je voyais mes amis qui sortaient plus, qui faisaient plus d'activités, alors que moi, j'étais plus casanière. Je voulais rester à la maison avec mes parents puis mon frère. Puis c'est plus là que j'ai senti la différence. Mais avant ça, c'était juste la normalité. Là, j'avais 5 ans quand mon frère est né. Fait que pour moi, c'était ça. C'est ça. Ouais. Oliver, dans ton travail, toi, tu travailles beaucoup auprès des jeunes. C'est quoi les constats que tu as pu faire au fil des ans? Lié aux questions, je dirais, je pense que c'est vraiment différent si c'est un membre de fratrie quand mettons, un parent. Je pense que le lien affectif, c'est peut-être on ne manque pas, mais il est différent. Puis on constate, on sait que c'est différent, que notre relation avec mon frère est différent que les autres avec leur frère. Ou avec mon parent, on est vraiment proche, plus proche que d'autres adolescents, surtout. Ouais. Tu veux dire, le lien parent-enfant, on a un lien particulier à nos parents comparé à d'autres jeunes avec leurs parents. C'est ça, il y a une intimité. Oui. Et une égalité parfois, et ça peut venir bousculer nos priorités un peu aussi, où on se dit que peut-être il n'y a pas la réciprocité normale dans la relation, qui est vraiment difficile, qui vient avec beaucoup de stigmatisme aussi, et il y a beaucoup d'autostigmatisme. Parce qu'on ressent qu'il y a des différences quant à nos pères. Mais on ne sent pas qu'on a la place pour aborder cette différence-là. Ah oui, ça, donc ça existe aussi, là. C'est ça, on le garde juste pour nous. Oui. Est-ce que vous vous percevez, tu disais non, Karel, mais est-ce que vous vous percevez comme des personnes proches aidantes? Aujourd'hui, oui. Si tu m'avais posé la question il y a 10 ans, je t'aurais probablement répondu non. Pourquoi? C'était organisé comment dans ta tête il y a 10 ans? C'est mon frère, je suis sa sœur. C'est ça. C'est normal que je l'aide, que je l'accompagne, puis tout ça. Mais avec le temps, c'est sûr que, mon implication a évolué. J'étais plus présente au quotidien auprès de lui. Puis c'est sûr qu'il nécessite quand même de l'accompagnement. Par exemple, l'accompagner à la toilette, ce genre de choses-là, que clairement, j'aurais pas fait avec mon frère ou ma sœur du même âge qui n'a pas les mêmes défis que lui. Fait que c'est là un peu que l'écart s'est creusé puis que je me suis rendu compte que ça dépassait l'implication dite normale d'une sœur. Puis c'est là un peu que je l'ai reconnu, mais au début, j'associais pas ça nécessairement à l'approche aidante. C'est venu plus tard dans ma vie de jeune adulte. Oui, Delphine? Et moi, c'est vraiment la même chose que Marie-Christine, là, vraiment. C'est ça, hein? On ne se perçoit pas comme une personne proche aidante, mais quand on regarde, dépendamment de la situation puis de la réalité, mais souvent dans la proche aidance, c'est qu'on porte plusieurs chapeaux aussi. Hein? Puis des fois, c'est trop hein, par rapport à nos capacités ou par rapport à notre savoir, beaucoup aussi. Toi, Karel, t'as-tu eu de la difficulté? Est-ce que tu t'es toujours perçue comme une... Tu t'es pas perçue, en fait. Tu t'es jamais perçue comme une personne proche aidante. Ouais, mais dirais-tu que ça change avec les années? Non. Encore aujourd'hui, je pense pas que je me considère comme une... je comprends que là, oui, je suis proche aidante, mais quand on m'a approchée au début, j'ai vraiment pris 2 minutes, puis je me disais comme, mais je pense pas que je suis proche aidante. Ma petite sœur, à l'école, elle a une PEH qui est tout le temps avec elle. Pour moi, on dirait que c'était plus ça, être proche aidant. Oui. Un professionnel. Là. Exactement. Ouais. Là, quand on m'a dit, mais oui, t'es avec ta sœur au quotidien, tu t'occupes d'elle, puis là, j'étais comme, peut-être, dans le fond, oui. Mais pour moi, c'est juste mon rôle de sœur. Ma petite sœur, bien sûr, elle a des besoins particuliers, mais c'est plus comme d'être présente avec elle, tout ce qui est comme médicaments, ou c'est pas moi qui gère ça puis qui l'aide. Fait qu'on dirait que je le vois plus comme un rôle de sœur que la proche aidante. D'amie, de sœur. Ouais, exactement. Ouais. Si je vous pose la question, qu'est-ce que votre rôle donc de sœur, on va dire dans vos cas, ou nous, on va dire proche aidant aussi, mais
Quelle force que ça vous a... Est-ce que vous considérez que ça vous a donné des forces dans votre vie d'avoir ce rôle-là, d'avoir cette personne-là dans votre vie? Et quelles seraient ces forces-là si vous aviez peut-être à énumérer une ou deux pensées spontanées qui vous viennent? Karel? Oui, bien, je pense que l'écoute. L'écoute? Oui. Je pense que dans mes amitiés, c'est une de mes plus grandes forces. Je suis très comme méticuleuse quand je vois ma sœur au quotidien. Je suis bonne pour savoir quand elle va pas bien, quand il y a quelque chose de plus difficile. Tu as développé comme un sens, un pif. Oui, puis je pense que c'est plus difficile pour elle aussi d'exprimer. Elle est jeune aussi, mais c'est plus difficile d'exprimer comment elle se sent. Fait que souvent, j'ai des petites techniques pour essayer de la faire parler. Tu as développé des codes, là, des techniques. Ça. Puis ça a beaucoup travaillé mon écoute aussi. Je pense que maintenant, j'utilise un peu ça dans mes amitiés. Puis c'est une qualité que mes amis me reprochent. Oui, bien, te partagent, en tout cas, exactement. te disent que tu as une bonne écoute. Oui, je pense que ce serait surtout ça. Oui. Marie-Christine, quelle force que ça t'a donné, donc, d'avoir à vivre avec un frère, un jeune frère qui a besoin d'aide, qui a besoin d'assistance? La principale, puis ma mère est quelque part dans la salle, je sais qu'elle est d'accord avec moi là-dessus, mais pour toutes les personnes proches aidantes que j'ai rencontrées, c'est la résilience. C'est d'être capable de s'adapter à des circonstances qui changent, à des imprévus. Mon frère, il vit avec de l'épilepsie, fait que ça se traduit par des bonnes journées, des moins bonnes journées, puis il faut souvent réorganiser tout alentour de ça. Fait que je pense que la résilience, ça a été la principale force que j'ai développée, mais aussi une grande sensibilité qui même est une hypersensibilité dans mon cas. Est-ce que Delphine et Karel, est-ce que vous vous reconnaissez un peu quand même dans tout ce que... Tu sais, oui, ça va, puis oui, 100%. On se reconnaît quand même, hein, à l'intérieur de nous, là. Oui, quand même beaucoup, parce que les personnes handicapées ne sont pas toujours capables de dire ce qu'ils ressentent. Fait qu'on est capable de voir à travers eux. Fait que ça fait qu'on est capable de voir à travers les autres personnes ce qu'ils ressentent, puis aller les aider quand il y en a besoin, malgré qu'ils en parlent à personne. Fait que j'imagine que pour toi aussi, puis sûrement Marie-Christine, un peu comme Karel, ses amis lui ont souvent dit qu'elle avait cette qualité d'écoute-là. J'imagine que votre entourage vous dit la même chose aussi, hein? Vraiment. Ah oui, c'est sûr. Oliver, je sais que pour toi, là, au niveau de l'école aussi, hein, tu prônes beaucoup là, le fait de devoir, on doit absolument accompagner les proches aidants dans les milieux scolaires. Mais on sait qu'il y a le 10% de tous les jeunes qui sont proches aidants. Donc, où sont les jeunes? Sont à l'école, on l'espère. C'est le milieu d'y aller leur chercher sur leurs termes aussi. C'est beaucoup plus facile, on dirait, de leur approcher dans leur milieu que rendu dans un centre de service de santé. Ben oui, c'est comme plus anonyme ou c'est plus dans un lieu général ou effectivement. Oui, c'est ça, il y a un lien de confiance, il y a une familiarité avec les intervenants du milieu scolaire. Tandis que si c'est un travailleur social du milieu santé, c'est un peu épeurant, pour le dire simplement. Et je pense qu'à l'école, on peut l'aborder d'une façon où on fait le point sur le fait qu'il y a tout le monde qui doit avoir ces connaissances-là, qui doivent savoir comment accepter de l'aide d'une manière gracieuse, mais aussi offrir de l'aide dans une manière saine qui préserve leur propre bien-être. Ouais. C'est tout le monde qui doit savoir comment faire ça. Et quand je me rends dans une école et que je rencontre les jeunes, oui, je trouve des jeunes personnes proches aidantes comme typiques, qui prennent soin d'un parent ayant une situation de handicap. Mais je rencontre plein de jeunes qui s'entraident aussi, qui sont proches aidants de leurs amis, en fait, qui offrent du soutien émotionnel, qui sont des contacts en urgence. Si on sait qu'il y a une crise de santé mentale jeunesse, on doit aborder le sujet du jeune proche aidance main en main quand on parle de promotion de santé mentale et aussi de prévention. C'est
absolument nécessaire parce que, comme vous disiez, la lourdesse de ce secret quand j'ai 15 ans et que je me sens complètement responsable de la bien-être de mon ami. Et j'ai déjà été cet ami-là. Ça t'est arrivé toi-même, oui. On ne sait pas où se diriger. Non, on a une grande responsabilité, la responsabilité de ne pas vouloir trahir un ami aussi. Tu sais, je sais que mon ami va pas bien, mais je le dis à qui? Je devrais-tu le dire au prof? Je peux pas le dire à ses parents. Mais il faut en parler à un adulte significatif autour de nous parce qu'on veut aider notre ami, en fait. Hein? Quand on parle d'amitié, justement, ça me fait penser à l'école, le fait que vous avez un frère, une sœur qui est dans la situation, qui a des besoins particuliers. Au niveau des amitiés, qu'est-ce que ça a créé dans votre vie, autant là, de beau ou de moins beau aussi? J'imagine quand on est plus jeune adolescent ou enfant, on veut pas que nos amis sachent peut-être que notre frère ou notre sœur, ou on ne sait pas comment aborder ça. Est-ce que c'est des sujets qui vous ont déjà... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ben, moi, non, vraiment, parce que j'ai jamais été... j'avais jamais peur de montrer au monde ma sœur à mes amis. Puis comme mes amis, ils la rencontrent, ma sœur, ils sont toutes joyeuses. Puis ils sont contents de la voir parce que ma sœur, c'est un rayon de soleil. C'est vrai, Juliette, c'est de la joie tout le temps. Oui, puis vraiment sociale. Fait que ça met de la joie dans mes amis. Fait que toi, tu n'as jamais eu une expérience où les gens vont rire de ta sœur ou vont te dire des choses qui vont être blessantes par rapport à ta sœur? Non, pas vraiment, non. Je leur raconte ce qui se passe avec ma sœur à la maison, puis tous les bons moments, puis ça leur met de l'envie de la rencontrer dans la vraie vie, parce qu'elle est vraiment joyeuse. Je pense que quand toi, tu l'assumes, ta sœur, puis t'en es fière, bien, les autres, ils n'ont comme pas le choix de l'accepter aussi, hein? Si nous, on a de la difficulté avec ça, bien, ça risque de transposer chez l'autre aussi. Vous autres, les filles, Marie-Christine? Moi, mon expérience a été un peu différente par rapport à ça. Pas nécessairement parce que ça m'a empêché d'avoir de belles amitiés que j'ai encore aujourd'hui, là, mais plus parce que j'ai vécu de l'intimidation en lien avec ça. Ah oui, OK. Toi, tu as été intimidée parce que ton frère... Oui. C'est arrivé à plusieurs reprises que j'avais des commentaires vraiment méchants de la part de jeunes qui voyaient cette situation-là, allant de ton frère, c'est un attardé, à tes parents, ils auraient dû le placer. Tu sais, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Puis c'est sûr que, justement, durant mon adolescence, quand j'entendais des choses comme ça, c'était profondément blessant. Je savais pas trop quoi faire avec ça. Mais je m'en suis toujours fait un devoir de les éduquer parce que je me disais, s'ils pensent ça, c'est qu'ils comprennent pas. S'ils pensent mais tu sais, ça prend de la maturité quand même. Tu avais quel âge à ce moment-là? Peut-être 14-15 ans. C'est quand même, là, c'est le crunchy de l'adolescence, là, puis tu veux être comme tout le monde, puis tu veux te fondre dans la masse. Ben, j'ai aussi failli sacrer une claque dans la face, mais là... Il y a des coups de poing qui ont dû avoir le goût de revoler quand même, là, tu sais. Ça vient avec aussi. Mais je m'en suis fait quand même un devoir de sensibiliser ces personnes-là au fait que... Tu sais, mon frère, oui, il a des besoins particuliers, mais il est aussi taquin, il est de bonne humeur. Lui aussi, c'est un petit rayon de soleil, puis il illumine une pièce avec sa présence. Fait que, oui, il a des besoins différents, mais il est beaucoup plus que ça, là. Karel? Moi, mes amis trippent sur ma sœur, complètement. Mais ça a-tu toujours été comme ça? Tu sais, aujourd'hui, tu as 23 ans, mais mettons, là, elle a quel âge? Elle a 11 ans. Elle a 11 ans, oui. OK, quand même. Fait qu'elle était comme quand tu étais petite, elle n'était pas encore là. Mais quand même, il y a des gens qui sont pas habiles, là. Non, c'est ça. Moi, mes amis ont toujours vraiment adoré ma sœur. J'ai de mes amis, parce que ma petite sœur, elle a fait des cours de danse. Puis, aussi. Par exemple, ma meilleure amie, c'était sa prof de danse. Fait que j'ai toujours eu des bonnes relations avec mes amis. Puis, j'ai jamais eu de commentaires. J'en veux pas non plus parce que... Non, c'est ça. Faudrait pas. Grande sœur protectrice. Faudrait pas, effectivement. Ouais. Là, je veux que vous soyez un peu... Est-ce que tu allais dire quelque chose, Oliver? Juste pour compléter sur la question de l'impact avec des amis. Oui. Je pense que la réalité spécifique pour la santé mentale est vraiment différente en termes de ça. Il y a encore tellement de stigmatisme. De tabous. Qu'on ne veut pas aborder ça entre amis ou bien c'est gênant, la situation familiale, et on garde ça secret. C'est ça, je dirais, la plupart des cas pour les jeunes que je rencontre qui sont les proches en santé mentale. C'est un peu plus ça, leur vécu, que
Oui, il y a comme un écran qui se met, qu'il y a une partie de ma vie que je partage pas parce que... Puis souvent, si on parle de santé mentale, c'est un parent. C'est la ça. mère en dépression ou le père en dépression, hein, ça crée vraiment un milieu quand même assez isolé, hein, je dirais. Oui, et même si c'est une membre de fratrie, là, on est tous à l'école ensemble et là, ils peuvent voir un peu plus une intimidation de leur frère ou leur sœur à cause de leur comportement qui n'est pas bien compris par les autres jeunes. Bon, là, je vais vous poser une question, puis j'aimerais ça, si vous pouvez être honnête. Bien, je sais que vous l'êtes honnête, mais des fois, on est un peu pudique, on est un peu gêné, je dirais. Mais quelles ont été les périodes peut-être plus difficiles dans votre vie? Vous n'êtes pas sans avoir eu des périodes où vous avez vécu peut-être des frustrations. Ça a peut-être été une fois, là, ou une semaine, ou à l'âge de 14 ans, je me souviens... Moi, je ne suis pas gênée, Marina, je vais répondre à ta question. Non, mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais est-ce que vous avez eu, donc, de ces moments-là où vraiment ça a été une période difficile pour X, Y raison? Oui. Décidément, je l'ai nommé tantôt, mais l'adolescence, ça a été un des points critiques parce que c'est sûr qu'il y avait tout mon vécu d'adolescente normale, mais aussi tous les questionnements en lien avec mes craintes pour l'avenir. J'avais 12 ans quand j'ai commencé à questionner mes parents à qu'est-ce qui va arriver à mon frère quand les autres ils seront plus là. Fait que j'avais des grandes préoccupations puis des grandes anxiétés qui dépassaient largement les autres jeunes de mon âge. Mais je dirais que l'autre période la plus difficile, ça a été assez récent quand j'étais enceinte de ma petite fille, parce que c'est vraiment venu chambouler ma perspective que j'avais d'être proche aidante. À ce moment-là, je m'impliquais avec mon frère quand même, mettons, je vais dire une journée par semaine, des fois plus, des fois moins. Puis là, je me suis rendu compte que je pouvais plus avoir ce rôle-là. Il y avait des risques pour ma grossesse, j'étais fatiguée, j'étais pas en état de donner comme je le faisais avant. Puis ça m'a vraiment frappée parce qu'on dirait que pendant quelques minutes, quelques jours, je me sentais plus proche aidante. Je me disais, ben là, je suis plus là au quotidien auprès de lui, je suis plus proche aidante. C'est terminé, ça met fin à ma vie de proche aidante. Même si c'est juste une journée par semaine, on est proche aidant, puis c'est important. Une journée, c'est 24 heures, fait qu'il s'en passe une journée, des choses. ça fait la différence. Absolument. Mais rapidement, quand même, en discutant avec mon psychologue, on s'est rendu compte que c'est juste que ce que j'associais à la proche aidance, maintenant, je devais changer ma perspective puis le voir un peu différemment. Fait que maintenant, mon implication auprès de lui est plus ponctuelle, mais je suis pas moins proche aidante. Je vais agir plus différemment auprès de mes parents pour les soutenir. Puis ça aussi, c'est de la proche aidance. Fait que ça m'a vraiment Oui, il faut aider les proches aidants. Hein? Oui, c'est ça qu'on dit aussi beaucoup, bien sûr. Puis je pense que ça m'a vraiment amené à des grandes remises en question, beaucoup d'anxiété, mais ultimement, c'est pour le mieux parce que ça m'a permis de un peu, on en parlait ce matin de trajectoire, mais de reconfigurer mon rôle pour quelque chose de encore mieux pour ma vie maintenant. Moi, c'est surtout à la naissance de ma petite sœur. Longtemps... Donc, tu avais comme 12 ans? Oui, j'avais 12 ans. Les médecins n'avaient aucune idée de qu'est-ce que ma petite sœur elle avait. Elle grandissait juste extrêmement lentement. Puis au début, à l'hôpital, c'était juste des mauvaises nouvelles tout le temps. Ça a surtout été dur de rester positif. Puis là, tu vois la réaction de tes parents, même s'ils se forcent pour faire attention, si t'es là, il reste qu'ils vivent. Hein? Oui, ma mère est restée vraiment longtemps à l'hôpital avec ma sœur aussi. Puis au début, c'était même pas question qu'elle allait vivre. Là. Fait que c'était vraiment comme super... tragique. Anxiogène, tragique, absolument. Comme situation. Mais là, les journées allaient, puis ça allait de mieux en mieux quand même. Fait que le début, je me rappelle que c'était difficile. Je pense que mes parents voulaient pas nous le faire ressentir à moi puis à ma plus jeune sœur, mais ça reste qu'on le voyait que c'était beaucoup de stress pour eux. Ils étaient en détresse, c'est sûr. Ouais. On attend des réponses. Puis même, tu sais, encore aujourd'hui, la maladie de ma sœur, c'est une maladie orpheline. On n'a jamais vraiment eu beaucoup de réponses à nos questions. Fait que je pense que ça a été de rester positif malgré des fois les mauvaises nouvelles puis les résultats qui ont... Finalement, on n'a jamais vraiment de réponse. Ouais. Fait que je pense que le début, ça a été quand même assez difficile. Puis tout récemment, là, un peu aussi,
je pense qu'on rentre dans une passe un peu plus difficile, juste par principe que ma sœur vieillit. Là, elle vient d'avoir 11 ans. Elle aussi, là, elle rentre dans l'adolescence. C'est ça. Puis là, je oui. pense que là, c'est peut-être là où, avant, quand elle était plus jeune, c'est comme la petite star de son école parce qu'elle est donc bien cute, puis elle est tout petite. Mais là... Puis elle suivait les consignes, on s'occupait d'elle. Puis... Mais là... Sauf que là, elle vieillit, puis là, les gens, ils comprennent pas trop pourquoi elle est dans le corps d'un enfant de 4 ans, mais elle a le même âge que les autres de sa classe. Fait que là, peut-être les regards, je le vois que, tu sais, elle vient m'en parler, puis ça me touche à moi, ça me fait de la peine de voir que là, il y a peut-être des amis, des fois, qui lui passent des commentaires. Puis on est une bonne gang d'anxieux chez moi. Okay. On a toutes beaucoup d'anxiété, puis ma petite sœur n'est pas épargnée de ça. Fait que je pense que, en plus, avec l'anxiété qu'elle a, d'avoir ce défi-là en plus, puis à l'âge qu'elle a, je trouve que c'est difficile. Fait que j'essaie de plus être là pour elle, d'essayer de la conseiller, mais c'est ça, je pourrais jamais vraiment me mettre à sa place à 100%. Non. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être une période un peu plus difficile pour elle, peut-être. Delphine, toi? Ben, moi, ça l'a jamais vraiment arrivé parce que je suis pas une personne qui se fâche facilement. Non, j'ai l'impression que non. Non. C'est un ange. C'est vraiment à côté, on les aime. Oui, là. mais Oui. c'est vrai, Delphine, que tu dégages tellement ça, puis c'est pas forçant. Puis nous, on a passé une journée ensemble, là, puis c'est formidable. Mais quel cadeau pour la vie, quel cadeau pour tes parents que t'aies ça aussi, puis qu'il y a un cadeau pour Juliette. Donc, c'est formidable. Donc, tu n'as jamais vraiment eu des étapes où tu étais vraiment en état d'anxiété, d'angoisse, de révolte par rapport à des fois des résultats qu'on veut pas ou... Non, jamais vraiment. Puis j'ai une personne qui est très patiente. Fait que, puisque ma sœur a de la misère à comprendre ce qu'on lui dit, ben, je suis capable de lui répéter plusieurs fois avant qu'elle le fasse sans me fâcher. Ah, mais je t'ai vu aussi tantôt parce que vous êtes venu me parler. Puis là, elle regardait par là-bas, puis là, tu l'as regardée, puis elle t'a regardé dans les yeux, puis tu as dit, là, Juliette, dis bonjour à Marina Orsini. Doucement. Puis là, elle s'est tournée, puis là, j'étais là, j'existais, tu sais. Mais c'est de développer aussi ces compétences-là là, dont vous parlez. Tu sais, ça aussi, vous parlez de votre sensibilité, votre hypersensibilité, puis en même temps, ça ne peut pas faire autrement. Parce que vous vivez une situation, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton sang, c'est ta mère, ton père. Je veux dire, ce lien-là est tellement immense, mais c'est extraordinaire que on dirait qu'en même temps, ils disent, hein, on choisit notre famille dans laquelle on est, puis il y a peut-être de ça aussi, hein, c'est comme vous êtes là parce que vous aviez à être là, vous autres aussi, dans cette famille-là, à ce moment-là. Tu penses ça, Delphine, un peu? Oui. Oui, hein? Donc, le destin, en fait. Oui, exactement. Dans les milieux scolaires, Oliver, on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu trouves, parce que là, moi, je ne vais plus à l'école, ça fait longtemps, mais est-ce que tu trouves que ça se développe de plus en plus, cette écoute, ce service, cette approche, cette sensibilité auprès des jeunes? Je pense que ça prend des champions dans chaque école. Je pense qu'on est vraiment là. On est toujours en mode de sensibilisation. Il y a toujours le besoin de rencontrer des équipes d'école qui n'ont jamais entendu parler de jeunes projets danse. Je pense qu'on y arrivera dans les Donc, il y a un travail à faire, là, clairement. Là. Oui, mais il y a beaucoup de travail à faire. Mais rendu dans la salle et que je présente ce qu'il s'agit, le rôle de jeune projet danse, les mains se lèvent. OK, oui, j'ai plusieurs jeunes dans ma classe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est ça, est-ce qu'ils se sentent démunis? Ils ont faim. Oui, ils veulent savoir quoi faire. Ils veulent savoir parce qu'il y a juste vraiment le vocabulaire qui Déjà, leur le manque. vocabulaire, oui. Et quelques connaissances. Puis je pense que moi, je suis optimiste. Il y a beaucoup d'outils, assurément, comme le questionnaire Lou que Rima a présenté. Oui, dont on a parlé tantôt. ce matin, le questionnaire Lou, oui. Avec ces outils en main, je pense qu'on va faire beaucoup de progrès vraiment vite, mais pour le moment, on est en mode de sensibilisation. Il y a besoin de la sensibilisation des jeunes, mais aussi une formation pour les intervenants dans le milieu scolaire. Et on peut offrir ça aussi.
et discuter comment est-ce que vous pouvez faire des référencements vers nos services, est-ce qu'on peut vous aider dans vos interventions en tant que psychologue à l'école. Donc, il y a toute une discussion à faire. De la part de l'école, là, ils sentent le mouvement, la vague est là, mais est-ce qu'on sent qu'il y a de l'écoute? Puis c'est sûr que les profs sont débordés, là. Bien, ils font pas juste enseigner, ils nourrissent, ils habillent les enfants, ils font tellement de choses, là, mais... Je pense qu'actuellement, la réalité dans l'enseignement, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants puis de professionnels qui sont débordés. C'est puis sûr. c'est pas qu'ils veulent pas considérer la proche aidance, mais c'est plus que c'est une chose parmi tant d'autres. Oui, puis ils le font déjà, hein, on le dit, là. Il y a des profs qui habillent les jeunes, vont les nourrir, c'est des confidents. C'est incroyable tout ce qu'ils font. Oui. Puis moi, récemment, je faisais de la sensibilisation au sein du réseau, puis plus au niveau des intervenants du réseau, mais je pense que ça s'applique tout autant aux enseignants puis aux professionnels qui agissent avec les jeunes. Puis c'est tout simplement d'être à l'affût puis de leur demander comment ça va. Ouais. C'est une question si simple, mais qui peut ouvrir la porte à une discussion, puis à partager leur vécu, puis simplement d'être accueillis dans ça fait toute la différence. Puis malheureusement, tous les intervenants qui ont gravité autour de mes parents puis mon frère, ils n'ont pas nécessairement eu ce réflexe-là de me questionner. Comment ça va, toi, Marie-Christine? Donc, comment tu vis ça? Là. Encore moins il y a quelques années. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. J'ose croire que c'est en train de changer. Puis comme Oliver le disait, je suis très optimiste sur la suite parce que j'entends de plus en plus parler de jeunes proches aidants. Je sens qu'il y a un désir d'être à l'écoute des jeunes proches aidants. Mais je pense que ça commence à la base par juste s'intéresser à leur vécu, leur expérience, puis les accueillir sans jugement. Oui. Delphine, je vais rebondir sur toi parce que tu as 12 ans. Tu es à l'école, tu es au secondaire maintenant. Toi, là, si tu te fais juste observer dans ton école ou ne serait-ce que les écoles autour de toi, tes amis, est-ce que tu sens ça dans ton école? Est-ce que tu sens qu'il y a des endroits où on peut aller parler? Est-ce que tu sens qu'il y a des services qu'on veut développer pour accompagner? Tu sens ça dans ton milieu scolaire? Oui, parfaitement. Oui? On est en train avec mon école, on essaie d'avoir le plus de services possible pour accompagner les jeunes proches aidants, puis aussi les personnes dans le besoin qui vivent de l'intimidation. OK. Ces choses-là. Fait que c'est actif, c'est rassurant de penser ça. Oui. Karel, je ne sais pas, est-ce que tu es encore à l'école, toi? Oui, aussi. Donc, tu es au cégep, là, maintenant, l'université? Oui. OK. Oui. Et est-ce que tu sens ça? Est-ce que tu sens qu'il y a des portes où on peut aller cogner, où il y a des services qui sont là, puis que c'est pas juste une école où on apprend des matières, là? Bien, je pense que oui. Je pense pas que c'est dans toutes les écoles nécessairement. Qu'il y a toutes les ressources, par contre. Je pense que j'ai fait 2 écoles secondaires, puis j'ai fait 2 cégeps également. Ouais. Puis c'est pas dans toutes les écoles que j'ai senti autant la même présence d'adultes qui étaient là pour écouter puis pour aider. Fait que je pense quand même qu'il y aurait place à amélioration. Mais c'est vrai que dans certaines écoles, j'ai été comme super encadrée puis conseillée, mais... C'est ça. Je pense qu'il pourrait quand même avoir encore du travail à faire dans d'autres établissements. J'aimerais vous poser la question, en quoi diriez-vous que votre vie, votre réalité avec vos frères, vos sœurs, donc votre rôle, parce que l'on le dit aussi aujourd'hui, mais votre rôle de proche aidant a teinté votre vie, a influencé votre vie? Dans quel sens? Est-ce que vous pourriez nous dire ça? Est-ce que vous pourriez nommer ça? En quoi ça influence votre vie? Maintenant et même pour le futur? Personnellement, je pense qu'ayant grandi avec ça, ça fait partie de moi maintenant. C'est comme... ça fait partie de mes valeurs, la famille, prendre soin de l'autre. Ça a influencé mes choix professionnels. Ah oui, aussi, hein? Ça continue de le faire. Je continue d'accumuler des implications, puis des belles opportunités comme être présente aujourd'hui. Puis c'est un peu comme ça que je m'actualise en ce moment comme personne proche aidante. Le temps que je peux pas passer directement auprès de mon frère, ben je le passe. T'es ici aujourd'hui? Je suis ici aujourd'hui. Bien sûr, ça aussi, c'est important. Oui, puis je pense que c'est important aussi de sensibiliser les autres jeunes proches aidants au fait que ça aide à donner un sens, que d'en parler, que de partager son vécu.
Puis ça aide les autres jeunes à se reconnaître puis à dire « Hey, c'est vrai que moi aussi, j'ai un rôle qui est important. Oui, je suis sa sœur, oui, je suis son frère, mais je suis plus que ça. » Puis tu posais la question pour l'avenir. Bien, ça, c'est une question que je me suis posée longtemps, mais pour moi, je vais être proche aidante tant que mon frère est en vie. Peut-être à différents niveaux, peut-être à différentes intensités. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais peut-être qu'un jour, j'aurai à m'impliquer d'une manière plus intensive et lorsque ce sera le cas, je serai là. Et tu as un bagage incroyable. Delphine, toi? Si Juliette ne serait pas là, je pense pas que je serais vraiment la même personne, que je serais autant attentionnée aux autres personnes dans le besoin. Certainement. Karel, tu dirais quoi, toi? Mais moi, je pense que c'est surtout la relation que j'ai avec, je veux dire, mes sœurs, parce que les trois, on est super proches. Là, ma sœur du milieu, elle a déménagé à Trois-Rivières pour l'université. Mais ça arrive tellement souvent que je suis avec Alice, puis là, elle rentre dans ma chambre, puis elle me dit « OK, il faut que je te raconte quelque chose à l'école. » Puis là, je suis comme « OK, attends, on appelle mon autre sœur. » Puis là, on est en FaceTime les trois ensemble. Ah, c'est génial, hein? Ça nous a tellement rapprochés. Puis je pense que pour le futur aussi, le jour où mes parents seront plus là, c'est moi puis ma sœur qui vont comme plus prendre le... Ça a créé ce trio-là solide aussi, qui va exister toute ta vie. Oui, puis je suis fière de ça, de savoir que on va toujours être extrêmement proche avec mes sœurs, puis peu importe justement le degré de à quel point il va falloir que je m'occupe d'elles ou non, dépendamment de comment ça évolue. Mais je sais que je garde une relation comme extrêmement proche avec mes deux sœurs, puis avec ma sœur du milieu aussi. On se comprend là-dedans, je pense, puis que c'est super... c'est rassurant aussi de savoir qu'on est deux là-dedans à être là pour ma plus jeune sœur. Bien sûr. J'ai une dernière question pour vous, puis Oliver, je vais te laisser le mot de la fin parce que j'aimerais ça que tu nous laisses avec un message par rapport à ton travail. Si vous aviez à donner un conseil à quelqu'un qui devient proche aidant dans votre entourage, selon vos âges, vos amitiés, qu'est-ce que vous auriez à dire? Quelqu'un vous arrive, là, il m'arrive ça, là. Mon père a fait un AVC, puis là, ben ma mère, elle, il faut qu'elle travaille. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, où mon père vient d'avoir un enfant dans un deuxième mariage, puis cet enfant-là est trisomique. Tu sais, la vie, on le sait pas, hein? La vie continue, puis on sait pas ce que la vie nous réserve. Mais qu'est-ce que vous auriez à donner comme conseil à quelqu'un qui arrive dans l'univers de la proche aidance? Ben moi, mon conseil, ça serait vraiment de soutenir les autres avec qui tu es entouré, puis de les aider dans ce changement-là, parce que ils ont besoin d'attention, parce que c'est beaucoup émotionnel. Fait que si on est là pour les autres, bien, ça va les aider, puis ça va leur donner la force de traverser ça. Il faut que tu accompagnes, il faut que tu as un rôle important à jouer dans ça. Karel, toi? Mais c'est dur de donner un conseil parce que ça se fait tellement naturellement, j'ai l'impression. De suivre ton instinct, surtout si c'est quelqu'un que tu connais puis qui est proche à toi, je pense que ton cœur va te dire comment agir puis quoi faire. Oui, parce que la personne, elle nous guide. Hein? Ouais. Un peu comme avoir un enfant. C'est sûr qu'un premier enfant, ça nous stresse beaucoup. Mais en même temps, il faut écouter notre enfant. On est le meilleur juge. On est la meilleure personne pour prendre des décisions, en fait. Fait que c'est un peu pareil aussi. Hein? S'adapter, être ouvert d'esprit, savoir comme trouver des solutions aussi. Des fois... Je donne un conseil à ma sœur, mais finalement, ça ne fonctionne pas. J'essaie de trouver d'autres choses. Des fois, ça prend plusieurs essais aussi avant d'en venir à une conclusion. Delphine à la caisse aussi, hein, si tu te reconnais dans ça. Hein? Puis de l'amour. Je pense que c'est rassurant d'entendre ça. Hein? Marie-Christine, des conseils? Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis j'ajouterais peut-être juste que, oui, de suivre son instinct, suivre son cœur, je pense que ça se fait tout naturellement, mais je pense que c'est d'avoir le même amour pour soi-même. Je pense que c'est ça, moi, la plus grande leçon que j'ai apprise dans tout ça, c'est de me porter le même amour que je porte à mon frère et aux personnes vulnérables de mon entourage. Parce que si personne ne prend soin de moi, qui, après ça, va prendre soin, tu sais? Fait que je pense que c'est important de se porter ce même amour-là, d'être autant à l'écoute de nos besoins qu'on l'est des autres. Puis là, je dis ça, je suis pas encore une experte, OK? Mais... Non, mais déjà que tu le penses, c'est déjà un beau pas d'avance, hein? Mais juste d'avoir ce regard-là vers l'intérieur pour rester à l'affût. OK, là, je le sens que je dépasse mes limites. OK, comment j'ajuste le tir? Se respecter, hein? Oui, aussi. Se respecter, apprendre à nommer ses limites, même si c'est pas toujours facile. Puis même si on n'en est pas toujours conscient, c'est vraiment, je pense, de regarder vers l'intérieur pour
développer un peu cette intuition-là par rapport à nous-mêmes aussi. Oliver, je te donne le mot de la fin parce que tu travailles donc dans le milieu avec les jeunes et tout ça. Et quand on pense donc l'approche aidance chez les jeunes, qu'est-ce que tu aurais à dire comme message, surtout à tous ceux ici qui sont des professionnels, qui développent des services et qui veulent aider les aidants, justement? Tu dirais quoi dans ton rôle à toi? C'est vraiment juste de comprendre que, oui, vous êtes expert. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est vraiment juste offrir un espace pour que les jeunes puissent s'exprimer. Parce que la plupart du temps, ils n'ont jamais eu la chance de s'exprimer, de dire « oui, je me sens un peu frustré » ou « oui... » Non, je ne vais pas bien. Non, je vais pas bien, ouais. Pas bien. S'exprimer, faire face à ses émotions, mais aussi nommer ses forces, nommer ses connaissances. Nous, on apprend aussi quand on écoute les jeunes proches. J'apprends plein de choses sur l'empathie, sur l'approche aidance, sur les différentes conditions. Les jeunes sont des experts. Et ce qu'on peut vraiment leur aider avec, c'est leur donner moyen de sentir qu'ils ont un choix dans leur rôle. Que c'est pas quelque chose qui leur arrive. Ils sont des participants actifs. Ils ont le choix. Ils peuvent faire des choix dans ce lien affectif. Puis ça se fait par aborder le sujet du proche en termes d'une approche famille globale. Donc, on l'aborde avec conscience de les droits, l'autonomie, l'indépendance de la personne aidée, de son entourage avec l'équipe de soins. Et on se rend tous sur la même page et on est reconnaissante de nos rôles. C'est ça, parce qu'on le dit souvent dans l'approche aidance auprès d'une famille, hein? Oui. Même les frères et sœurs qui vont prendre soin de leurs parents, hein, vieillissants. Chacun peut avoir un rôle, puis on n'a pas tous les mêmes forces, puis c'est de trouver les forces de chacun. Il y en a qui sont bons, moi je vais faire de la bouffe, moi je vais m'occuper des finances, moi je suis un bon chauffeur, je vais l'accompagner à ses rendez-vous. C'est ça en fait, hein, dans l'approche aidance, c'est de trouver les rôles de chacun aussi. C'est ça nous aide à trouver une balance, puis avoir une communication ouverte et libre avec tout le monde, où on se reconnaît comme expert. Oui, puis c'est émotif tout ça, il y a beaucoup d'émotions, hein? Chacun, on a aussi nos liens avec nos parents, nos familles, tout ça. Merci tellement. Mon Dieu, que c'était riche, hein? Êtes-vous d'accord? Merci pour votre engagement. Merci pour la richesse de votre partage, de nos échanges aujourd'hui.